très dur de manager de l'humain, parce que déjà, t'es le patron, donc t'es forcément le connard. Ça, malheureusement, c'est quand même la conception française. Hein. Moi, j'ai une semaine sur 2. Ouais. Donc moi, je vis aux US où c'est tout l'opposé, où je peux créer des trucs de fou, où je vais aller motiver des gens que je connais d'évidemment vont accepter de me rencontrer et de faire un projet invraisemblable à plusieurs millions d'euros. Tu vois, c'est vraiment 2 cultures très, très différentes. Mais c'est très intéressant d'avoir cette espèce de dichotomie. Tu vois. Moi, j'ai les deux, je vois les deux. Et voilà. Et c'est vrai qu'en France, quand même, le patron a mauvaise presse. J'ai toujours envie de dire, allez-y, soyez patron, puis vous verrez bien à quel point c'est facile. C'est extrêmement dur. Et surtout en France, où tu as quand même des charges hallucinantes. Enfin, c'est une ineptie. Tu vois, je me disais l'autre jour, je me dis, ça fait combien d'années qu'il n'y a pas une mesure économique intelligente ? Nous, on fait des spectacles. Il faut que les spectacles, pour qu'on puisse les payer, ça demande énormément d'argent. En fait. Il faut que les rentrées soient énormes. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Au cœur des entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler de la joie, on va parler de comment être enfant adulte, comment continuer à s'amuser dans sa vie en construisant des choses géniales et plein d'autres choses, parce que j'ai l'honneur d'accueillir Alex Good. Bonjour Astrid, Alex. bonjour tout le monde. Je sais pas si je regarde l'appareil. Écoute, merci d'être là, Alex. Merci à toi, écoute. Écoute, je vais te laisser te présenter parce que tu as un parcours compliqué. assez atypique. Ouais, je vais te laisser faire. Écoute, donc Alex Good, avant tout papa, et c'est le plus important de ma vie aujourd'hui. Et comment il s'appelle ? Elliot. Et il a 11 ans, c'est ça ? Il va avoir 11 ans. Là. Elliot, et puis, bon, je suis papa d'un petit chien qui s'appelle Clarky qui lui a 12 ans, mais ça c'est autre chose. Voilà. Et puis sinon, alors à part ça, auteur, metteur en scène, producteur, acteur, animateur, égérie pour quelques marques. Enfin, ambassadeur, on dit pas égérie, ça fait très, tu vois. Tu peux dire que tu es égérie de L'Oréal et de Louis Vuitton. Moi, je suis ambassadeur de Ferrero et de Micromania. Voilà. Bah, c'est sympa. Voilà, donc, en fait, tu incites les gens à la gourmandise. À la gourmandise, au plaisir, au jeu, à la joie et à cette espèce de leitmotiv qui est le mien. C'est on vit qu'une fois. Donc, profitons de chaque instant et amusons-nous surtout. Et du coup, d'où ça te vient, ce leitmotiv ? Tu vois, on ne vit qu'une fois. C'est quand même un truc qui est... Oui, c'est assez violent quand tu te le dis comme ça. Parce que c'est vrai que ça veut dire que tout peut s'arrêter demain, mais c'est la réalité. Et c'est la réalité, oui. Exactement. Mais en fait, quand j'étais petit, j'ai vu un film qui s'appelle Big, avec Tom Hanks, qui est un film qui m'a profondément marqué. J'ai fait une micro-dépression, tout ça, j'étais vraiment pas bien après. C'est un film où c'est un enfant qui, d'un coup, se retrouve dans un corps d'adulte. Ouais. Et où tout est horrible. Parce que justement, tu perds ton âme d'enfant quand tu deviens adulte. Et je me suis dit, écoute, ça ne m'arrivera pas du coup, puisque je veux pas vivre ce scénario de film. Ça ne m'arrivera pas. J'étais aussi, évidemment, un des plus grands fans, je pense, français de Michael Jackson, que j'ai suivi partout et que j'ai très, très bien connu. Donc, qui avait ce côté un peu... Comme lui, il n'a pas eu d'enfance, pour le coup. Tu vois, ce côté toujours de vouloir retrouver l'enfance, la joie de vivre, et machin, tout ça. Donc, j'étais très marqué par tout ça. Et à 11 ans, j'ai eu un gros accident de vie aussi à l'école, où j'ai eu un gros accident, j'étais dans le coma, j'ai plus de visage, tout ça, l'enfer, et où je me suis dit, mais en fait, oh là là, on va arrêter de s'emmerder, et on va faire ce qu'on a envie de faire, et voilà, et du coup, toute ma vie est drivée par ce truc, de toujours faire ce que j'ai envie de faire, ou, si on me donne quelque chose que j'ai pas envie de faire, me débrouiller pour que j'ai envie de le faire. Alors comment tu fais ça ? Je spin tout, en fait. J'ai toujours été comme ça, que tu vois, aujourd'hui, par exemple, tu vois, si on me propose, ça m'est arrivé qu'on me propose des émissions télé, je peux te donner l'exemple de la météo, j'ai fait la météo pendant 8 ans sur M6, et quand je suis arrivé pour faire la météo, je me suis dit, putain, tous les jours, il faut dire qu'il pleut, on est en France, à part dans le sud où il fait beau, mais moi, je me suis dit, si je fais ça pendant 1 an, 2 ans, je l'ai fait 8 ans, je vais très très vite m'emmerder. Et donc, j'ai pris le parti pris de m'amuser. Et tous les jours de faire des vannes invraisemblables. Et je finis la première météo d'M6, je me fais appeler par la direction. Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais vous êtes complètement cinglés. On veut la météo, on veut pas l'Almanach Verneau de la blague goudienne, machin. Je dis, alors attendez, vous allez voir, vous êtes déçus parce que vous avez eu plus d'infos météo que vous n'en avez jamais eu dans votre chaîne, dans le bulletin. Alors oui, il y a des blagues, mais il y a plus de météo que jamais. Non, mais c'est inadmissible, c'est pas du tout ce qu'on veut. Je dis, écoutez, moi je ferai pas autre chose. Donc, dans ce cas-là, on va arrêter. Je dis, c'est pas grave, on va arrêter. Si vous voulez, on arrête. Voilà. Et donc, ils m'ont laissé la semaine parce qu'ils n'avaient pas de remplaçant. Ouais. Et à la fin de la semaine, ils m'ont convoqué au bureau. Ils m'ont dit, voilà, si vous pouvez signer votre contrat là pendant 2 ans. Parce qu'ils avaient une audience. Exactement. Parce que tout avait explosé sur l'audience météo et ce qu'ils n'avaient jamais eu. Et voilà. Et déjà là, je me suis toujours dit, c'est pareil, que je préfère mourir avec mes idées qu'avec les idées des autres. Ça, c'est un vrai truc à moi aussi. Et voilà, donc ça m'a
vraiment conforté là-dessus, tu vois, et je me suis éclaté à faire ça parce que j'ai trouvé la façon de m'amuser. Donc, même quand on me demande, tu vois, parfois de faire des choses, d'animer des événements pour des boîtes, où je me dis, oh là là, c'est tellement loin de moi. Mais c'est pas grave, je vais m'intéresser, je vais spinner, puis je vais trouver l'angle où je vais m'amuser, moi. En fait, tu regardes comment tu pourrais mettre tes valeurs et ce qui est vraiment important pour toi dans ce qu'on Toujours, et aussi toujours essayer de se dire que si moi, je prends du plaisir à faire quelque chose, quand je fais un spectacle, quand je fais une émission télé, quand j'écris quelque chose, si moi je prends du plaisir à le faire, de se dire qu'il y a quand même plus de chances que les gens qui regardent prennent du plaisir que si je fais un truc, tu sais, ça nous arrive parfois. Voilà, et ça, moi, je refuse ça. C'est-à-dire que dès que je sens que je ne veux pas le faire, je ne le fais pas, en fait. Je dis, non. Mais ça devient douce quand même, cette force. Tes parents étaient comme ça, tu as été éduqué avec... Non, mais c'est pareil. Alors, moi, j'ai eu un papa qui a eu 2 vies, en fait, qui était un mec absolument brillant, qui était le numéro 3 de Ron Poulain, qui à l'époque est une grosse boîte qui a mis Sanofi aujourd'hui, qui bossait comme un fou, et qui a eu ce qu'on appelle à l'époque des pré-retraites, et qui s'est retrouvé à la retraite à 50 ans, avec un chèque interstellaire, je cacherai mon temps, mais énorme. Et donc, d'un coup, il est passé quelqu'un qui bossait comme un fou, quelqu'un qui bossait plus, et il s'est complètement éteint. C'est le cas de le dire, tu vois. Il a perdu son moteur, en fait. Il a perdu son moteur, il est tombé dans l'alcool. Enfin, c'était une catastrophe et ça a été une descente aux enfers vertigineuse, extrêmement rapide. Pour moi, pour ma maman surtout, pour notre famille, pour lui, tu vois, il a fini avec une petite valise avec un survêt dégueulasse et j'ai refusé l'héritage. Tu vois, il y a des lettres partout. Chaud, donc, et là, je me suis dit, c'est pas possible, en fait. En fait, il faut continuer à faire ce qu'on aime. Tu vois, il aurait dû continuer à travailler, faire autre chose après. Enfin, voilà, moi, j'ai pas eu tout le temps de prendre ma retraite. Ou continuer et à refuser l'argent. Ouais, possible non, c'est pas possible à l'époque parce que tu coûtais trop cher, donc la boîte avait besoin de se débarrasser de toi. Ouais. Par contre, il avait une expertise et des compétences qu'il aurait pu continuer à mettre. Et puis moi, il m'a donné quand même le sens du travail. Tu vois, on peut pas lui enlever ça. C'est que je le voyais bosser tout ça, et que moi, j'adore bosser. Enfin, tous mes amis te diront, mais c'est un workaholic. Mais moi, j'ai pas l'impression de travailler parce que je m'amuse. Tu vois, quand je travaille sur le jeu vidéo, pour moi, je m'amuse. Quand je travaille sur les spectacles, je m'amuse. Et tu sais, hier, on discutait 2 minutes. Juste en 2 minutes, en fait, tu fais exploser les plafonds verts des gens. Tu vois, donc hier, tu étais là, au spectacle, et tu dis, non, mais là, j'arrive de Las Vegas. Je venais de me poser. Parce que, c'est ma semaine, je suis en garde alternée, une semaine à Paris, une semaine à Las Vegas. Ouais. Et là, tu dis, oui. En fait, c'est ma simple. vie, en fait. Non, mais en fait, c'est simple. Oui. Pourquoi on se prend la tête ? Tu sais, parfois, les gens se disent, mais non, elle habite dans le village d'à côté, ça va être compliqué. Je dis, mais c'est ce que je dis toujours, tu sais, c'est quand il y a des gens qui me disent, mais Las Vegas... Tu vois, tous les gens qui allaient en voyage chez moi, parce que c'est quand même un peu la maison du bonheur. J'ai vu ton intérieur, on va en parler après. Ah oui, tout le monde va tout le temps chez moi en vacances. Et j'avais toujours, mais arrêtez de vous traumatiser la tête à penser au voyage. Parce que quand vous serez arrivé, vous oublierez le voyage. C'est toujours comme ça. Tu sais, mais c'est valable quand tu prends l'avion, mais c'est valable quand tu fais un projet, c'est valable quand tu fais un enfant, c'est valable quand tu fais tous les trucs de la vie. C'est qu'en fait, tout ce parcours que tu as, qui te prend la tête par avance dans ta tête, je dis, mais arrêtez de vous emmerder avec des ondes négatives, ça ne sert à rien. Vous allez le faire, le satané voyage, et peut-être que l'avion aura du retard, et peut-être que vous perdez votre bagage, et alors on s'en fout. Et en fait, tu te prends pas le chou avec tes conneries comme ça. Non, jamais. Ouais. Non, je déteste me prendre le chou, je m'énerve jamais d'ailleurs, tu vois. Tous les gens qui me connaissent te diront, ça a dû m'arriver 3 fois dans ma vie de m'énerver. Je supporte pas l'énervement parce que je trouve qu'on n'est jamais bon. Et puis c'est comme ça, et puis c'est la vie, des tas de choses t'arrivent. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'arrivée du voyage. Tu vois, tous les jours est une nouvelle journée. Je me lève tous les matins en me disant, allez, on vit qu'une fois, on y va, on est parti. Là, je pense que c'est important, mais quel que soit ton boulot, tu vois, évidemment, il y a des jours où je me prends des tas de merde dans la tête. Il y a des tas de problèmes partout, sur une de mes boîtes, sur un de mes projets. Bon, ça arrive. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? On s'écroule, on s'abat. Donc non, je me dis toujours, tu vois, parfois, ce qui m'arrive, c'est que je fais juste, respire un coup, et je dis, OK. Et je structure. J'ai un cerveau qui est très particulier, qui est tout le temps en action, c'est pour ça que je dors pas, que je vais pas en vacances, je supporte pas les vacances. Tu t'ennuies ? Être allongé comme un tétard, je deviens fou. Donc je supporte pas ça, donc difficile pour ma vie de couple. Mais voilà, donc du coup j'arrive à tout compartimenter et à me déstresser et à me dire ok, on a cet enjeu-là, solution, tout ça. Mais après quand tu es chef d'entreprise ou quand tu gères plein de gens, parce que mine de rien, moi j'ai quand même beaucoup de gens qui mangent grâce à moi à l'arrivée. Une 50aine de personnes aujourd'hui. Ouais. Tu vois, donc c'est grâce à moi et mes associés, hein, bien sûr. Mais je veux dire, voilà, donc il faut rester zen et avancer. Puis tu vois, puis tout le temps avoir l'œil aguerri, tu vois, ça bouge tellement vite en ce moment, mais dans tous les métiers qui sont les miens, tu vois, le jeu vidéo, la presse, la télé, le spectacle, là, ça va très vite. Donc faut se dire, ok, what's next ?
Qu'est-ce qu'on fait après? Il faut pas s'angoisser parce que tu ne peux rien y faire. Tu vois, j'ai discuté le jour avec mes amis doubleurs qui me détestent, mais j'y suis pour rien. Ils me disent, non, mais tu te rends compte, on va être remplacé par l'IA et tout, et tout. Je dis, bah, ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez vous battre, vous allez gagner 2 ans. Et alors? Vous allez perdre 2 ans. À pas déjà penser à vous renouveler, à dire qu'est-ce qu'on va faire après. Ces gens-là, ils ont oublié qu'ils étaient libres. Être libre, ça veut dire avoir le choix. C'est factuel. Il y a des métiers qui vont être supprimés. Et beaucoup plus qu'on ne croit, tu sais. Bien sûr. Là, j'étais au salon de l'électronique à Las Vegas. Ah ouais. J'ai eu 2 jours de down. Parce qu'il y a 1 an, les robots, ils tenaient pas debout. Cette année, ils font la cuisine, la lessive, la vaisselle. Moi, ils courent, ils dansent. J'ai trop hâte d'avoir mon petit robot à la maison. Et je me suis dit, la vache, là, c'est fou. Et le nombre de métiers, il y a même un robot coiffeur. Qui te coiffait et tout, mais il scanne ton cerveau, ta tête, le sens de tes cheveux pour bien couper dans le truc. Donc tu te dis, oh là là là, même les trucs que tu pensais vraiment safe, genre les métiers manuels, tout ça, tu te dis, bon, ça va être atteint aussi. Mais, et ça va aller très vite. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu es libre. Mm-hmm. Ton métier va être supprimé. Oui, c'est sûr. Okay. Enfin, beaucoup. Ouais, beaucoup. Enfin, des métiers, mais même les nôtres vont évoluer. Qu'est-ce qu'on fait? On est bloqué et on se lamente sur notre sort. Ah, c'était mieux hier, pas Ou, bon, ok, c'est factuel. Qu'est-ce que j'en fais? Et en fait, c'est là où tu as le choix. Soit tu te résignes et tu te morfonds, soit tu dis, bon, ok, je vais m'adapter. C'est quoi les solutions? Et là, tu te mets dans une posture d'ouverture et tu dis, bon, ben, ok. En fait, on ne peut rien changer au progrès. On ne peut pas arrêter les choses. On peut se bagarrer, parfois pour des causes justes et des trucs intelligents. Mais là, en l'occurrence, j'explique à mes amis doubleurs qui perdent leur temps, que ça va arriver, qu'il n'y a rien à faire. Hop, faut trouver autre chose. Tu vois, mais tous, là, aujourd'hui, tu es quand même dans une ère d'incertitude. Tu vois, quand on pense à nos parents, nos grands-parents, qui ont gagné le même métier toute leur vie. Ouais, dans la même ville, la même maison. Là, franchement, je suis sorti du CES. Mon angoisse, ça n'a pas été moi, parce que moi, je rebondis toujours. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que va faire mon fils? Tu vois, déjà, j'étais bien content qu'il ait que 11 ans. Parce que tu auras un enfant aujourd'hui qui a 22 ans, qui vient de faire ses études d'avocat, d'architecte, de graphiste, tout ça, il va falloir trouver autre chose, tu vois. Ouais. Donc à 11 ans, je me dis, on va vivre la révolution IA, robotique et tout ça. On va voir ce qui se passe. Il y avait plein d'avis différents au CES. Là, c'est très intéressant de voir les avis des gens, revenu universel, fin du monde, fin de l'humanité, patati patata. Moi, je suis naturel optimiste. À me dire, non, mais ça va être génial. Les gens, ils auront plus de temps. Bah, si tu cuisines plus, tu as plus de temps. Hein. Si tu fais plus les courses, tu as plus de temps. Donc, tu vas venir voir mes spectacles, voir mes séries, des trucs comme ça. Toi, tu as un atout qui est incroyable, c'est que la joie, le bien-être, c'est une priorité pour toi. Oui, mais c'est parce que, je te dis, c'est surtout ma vie, mes accidents de vie, tu vois, je pense que c'est tout ça. Mais du coup, ce qui circule à l'intérieur de toi, c'est un état de bien-être. Dans cet état-là, tu as accès à ta créativité. Tu as accès à ta résilience. Et les gens à qui on s'adresse, beaucoup ne sont pas du tout. Tu vois, leur système n'est pas musclé à ça. Et quand tu es dans un état émotionnel, on va dire plutôt ce que j'appelle l'état inférieur, où ce qui circule à l'intérieur de toi, c'est plutôt de la frustration, de la peur, de l'incertitude ou du manque de confiance, en fait, tu n'es pas du tout sur la même fréquence. Oui, non, j'ai pas ça. Et tu n'as pas accès à ta créativité, tu n'as pas accès à ta résilience. Donc, je rebondis aussi sur ton fils. Oui. C'est que si ton fils, tu lui transmets d'être un bodybuilder de la joie, en fait, tu n'as pas à être inquiet pour lui. Non, mais moi, parce que lui, il aura accès à sa résilience. Ce qui est amusant, c'est que c'est ce que je dis toujours, c'est que moi, bon, voilà, je suis né très geek. Hein, je suis encore aujourd'hui un geek absolu. Tu vois, j'ai lu très, 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 très tôt des tas de bouquins que j'aurais jamais dû lire à mon âge. Voilà, et notamment Dune de Frank Herbert, où il y a une citation qui est très simple, qui est « Je ne craindrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. » Voilà, que je connais cette phrase par cœur depuis que j'ai 8 ans, tu vois. Et du coup, je me suis toujours dit ça, mais c'est vrai, ça sert à quoi d'avoir peur? Au contraire, il faut y aller, machin. Et je n'ai connu la peur que le 11 février 2015, quand est né mon fils, où d'un coup, comme c'était plus moi qui avançais tout seul, tu vois, ou avec mon couple, machin, mais on est, voilà, d'un seul coup, j'ai cette petite chose fragile dont il faut que je m'occupe, qui devient le centre de ma vie. Et là, pour le coup, tu vois, j'ai peur pour lui, j'ai pas peur pour moi en vérité. Parce que moi, je vais rebondir, voilà, faire des choses. Mais je me dis toujours, qu'est-ce qu'il va faire, tu vois. Et le but aujourd'hui, je trouve, c'est que nos enfants, il y avait, au CES, il y avait un grand théoricien qui disait, sortez-les de l'école. Tu vois, en disant, ça sert plus à rien. C'est ce que je disais. Moi, j'aurais des enfants aujourd'hui. Ouais. Je sais pas si je les mettrais à l'école, en fait. Vraiment, c'est une vraie question. Là, tu avais un vrai théoricien qui disait, ça ne sert plus à rien aujourd'hui. C'est terminé. Déjà, ils apprennent plus grand-chose. Parce que maintenant, ils vont directement voir ChatGPT, Discord, tu vois tout ce que tu veux, Gemini, DeepSeek et compagnie. Et donc, ils ont les réponses, donc, ils les font, donc ça n'imprime plus comme avant. Mais surtout, dans la société où on va arriver, où les travaux seront plus les mêmes,
est-ce qu'il vaut mieux pas que s'ils sont fans de sport, ils fassent du sport, s'ils sont fans de dessin, qu'ils dessinent, qu'ils vivent leur vie en fait, et qu'ils soient heureux de faire leur truc. Donc, bon, moi je pense quand même que l'école a des super valeurs parce que c'est des valeurs sociétales qui m'intéressent. De rencontrer les gens, de donner les liens, les dialogues. Normalement, ça devrait aussi apprendre à te structurer intellectuellement pour pouvoir, tu vois, par exemple, mais là, c'est moins drive l'IA, il faut être intelligent et être en capacité de mettre des mots, mais ça, d'avoir c'est aujourd'hui. le vocabulaire. Ça, c'est aujourd'hui. Oui, ça, c'est aujourd'hui. Dans 2 ans, tu n'as plus besoin de la driver. Elle te connaîtra, toi, Astrid. Elle sait que quand toi, Astrid, tu dis je veux un café, c'est un café avec 3 grammes d'arabesque, au-delà de l'IA, c'est qu'un individu qui n'est pas en capacité de verbaliser ce qu'il ressent, ses émotions, parce qu'il n'a pas le vocabulaire pour ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme un primate, et il devient violent, tu vois. Non, mais c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut effectivement, pour ça, moi, je suis pour qu'on continue l'école. Mais tu vois, il faut la repenser peut-être de façon un peu plus moderne, différente. Ah bah, elle n'a pas changé depuis que même quand nous, on était petits. Hein. Exactement. Alors, ils essayent, Ils essayent, tu vois, ils te font des Montessori, des machins, des trucs sur la commode. Après, ce qui est difficile, c'est que c'est un paquebot, l'éducation nationale. Et faire bouger un dériveur, c'est facile. J'ai essayé, J'en ai fait des choses, parce que pendant le Covid, tu sais, c'est moi qui donnais les cours aux enfants à la télé. Oui. Et du coup, j'ai très en lien avec le ministère de l'Éducation nationale et tout ça. Donc, voilà, moi, je propose que j'étais même prêt à le faire moi, tu vois, que toutes les semaines, ils aient un lien direct maintenant avec quelqu'un de la télé, de l'entreprise, du cinéma, de la musique, j'en sais rien. C'est tellement facile maintenant de communiquer, de faire, tu vois, on pourrait très bien avoir des chats nationaux avec Matt Pokora une fois par an, tu vois, qui consacre 2 heures à des élèves, mais tout le monde peut voir le Zoom et puis tu découvres des trucs sur sa vie. Enfin, je trouve que c'est tellement facile aujourd'hui d'avoir accès à tout le monde que je trouve ça un peu dommage qu'on s'en prive, tu vois. Et que, tu vois, voilà, donc je propose des choses, écoute, on verra. Mais... C'est quoi ta vision, là, dans les projets que tu es en train de construire Qu'est-ce que tu as envie d'offrir au monde, là, pour les prochaines années? Écoute, toujours pareil, je fais souvent les trucs où je pète les tabous quand même, tu vois. J'ai fait Ménopause. Mais c'est excellent, bravo. Voilà, très très bon. Allez voir Ménopause, tout va mal, voilà, stop. Donc j'ai fait Ménopause parce que j'en avais marre du tabou, du machin. Avant, j'avais fait une pièce avec mon ami Jean-Jacques Thibault sur les handicapés. On a pris des vrais enfants handicapés, Mathias et Benjamin, qui étaient sur scène tous les soirs. J'ai fait Tout va mal maintenant que sur les problèmes d'érection, de la place de l'homme, la fin du patriarcat, où tous les mecs sont « Ah, mon Dieu, mais pourquoi faire ça ?» Mais parce qu'à un moment donné, il faut qu'on en parle, en fait. C'est ça, ça fait du bien. Inciter le dialogue, tu vois, c'est très drôle quand tu vois les gens qui sortent de ménopause où tout va mal et qui se mettent à parler. Ah bon, mais toi, la tienne, elle fait combien? Ah oui, mais bon. Parce qu'on parle aussi des problèmes de taille chez les hommes. Et de ces trucs-là, et c'était assez amusant d'enclencher le dialogue, de trucs sur lesquels on n'ose pas. Donc j'aime bien comme ça péter un peu les lignes. Donc là, je continue dans cette voie-là, si tu veux, toujours. Là, Et les prochaines lignes que tu pètes, c'est quoi alors? Y a plein de choses. Déjà, j'ai fait un spectacle qui me tient énormément à cœur, puisque ça rejoint un peu ce qu'on dit. Tu vois, tous mes amis m'appellent Peter Pan, donc je vais faire mon Peter Pan. Le mien, ça va être un gros projet. Ça, c'est un truc international, c'est très gros. Voilà, et puis 2 ou 3 autres comédies musicales qui sont en train d'être écrites, dont une sur les super-héros, qui sera la première comédie musicale. Alors, il y en a une à Broadway sur Spider-Man qui n'a pas du tout marché. Voilà, mais là, je vais faire la mienne. J'espère que ça marchera. Et quelle est ton intention avec ces projets-là? C'est toujours pareil. Moi, déjà, mon premier truc, je trouve que la vie, elle est quand même complexe. Et moi, j'adore que les gens, ils viennent voir un spectacle, ils savent pas trop ce qu'ils vont venir voir quand c'est mes trucs. Ils sont toujours au début, mais qu'est-ce que c'est que ce spectacle, au secours, c'est quoi ces vannes horribles? C'est toujours comme ça. Tous mes débuts de spectacle, ça commence comme ça. Et puis à la fin, tout le monde est là, ouais! Parce que j'aime bien faire vriller, tu vois. J'ai envie que les gens, ils sachent pas trop ce qu'ils viennent voir. Et qu'au bout d'1 heure et demie, ils aient tout eu un petit peu, tu vois. Qu'ils aient ri, qu'ils aient pleuré, qu'ils aient frissonné, tous ces trucs-là en même temps. J'aime bien ça, j'appelle ça le roller coaster goodien. Et tu fais ça, entre nous, tu fais ça très bien, parce que c'est hyper bien écrit. Et tu as une intensité, une rapidité, toi, le rythme est vraiment bon. Mais ça, c'est venu au fil du temps, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une culture où ça va tellement vite. Si tu veux que le théâtre classique, en fait, tu vois, les boulevards et compagnie, bien sûr, il y a toujours un public pour ça, mais c'est difficile d'élargir parce qu'aujourd'hui, les gens ont tellement une capacité de concentration qui est très courte que tu es obligé, tu vois, de tout le temps que ça aille vite, quoi. Donc, mes spectacles, ils vont vite. J'aime bien ça aussi, j'aime bien ce rythme, j'aime bien ce truc. J'aime bien surprendre les gens. Tu vois, parfois, je peux passer un truc hyper speed, fort, et là, pouf, un moment hyper triste, horrible. Parce que j'aime bien, parce que les gens ne s'y attendent pas. Et que j'aime bien créer ce truc de « Ah, il m'a accueilli, cet abruti ». Et surtout, l'idée, c'est que j'aimerais, quand j'en sors de mes spectacles, déjà, moi, je donne jamais d'avis tranché. Je dis pas ça c'est bien, ça c'est mal. Je déteste ça. J'étais hétéro, je suis homo, t'as le droit d'être homophobe,
et on peut se parler. Tu vois, quand je reçois des menaces de mort, ça m'arrive souvent, Ah ouais? je réponds. Je dis, ah bon, qu'est-ce que je t'ai fait? Je lui dis, parfois avec un peu d'humour, je dis, ça tombe bien, j'aime bien prendre une cartouche. Donc, ça traumatise les gens, mais ça leur fait très peur. Mais je dis, mais parlons-en, pourquoi? Et je trouve que voilà, c'est ça, moi, qui me fascine, c'est qu'on est dans une société où de plus en plus, une espèce comme ça de séparation, si tu veux, de fight permanent. Si t'es pas d'accord, t'es un connard. Mais non, t'as le droit de pas être d'accord, ouais. Et donc, j'aime bien quand les gens viennent à mes spectacles, je leur donne pas d'avis tranché, mais quand ils sortent, ils disent, ah putain, il a dit ça, ce con. Ah, il me fait réfléchir. Et toi, t'en as pensé quoi? Attends, mais ceci, cela. Tu vois, là, dans Tout va mal, on a un truc qui s'appelle les 10 commandements, qui est les 10 commandements aux hommes que les femmes aimeraient en vérité. Tu vois, le mansplaining, on a inventé des mots, hein, le manstromping, pour que le mec arrête de tromper sa meuf. Voilà. Et juste ça, quand les gens sortent, ils sont là à dire, non mais c'est quoi ces mots? Mais c'est pas vrai, on n'est pas tout le temps à se gratter. Ah si, peut-être un peu quand même. et tu vois, de ces trucs-là, j'adore et j'aime bien. Et c'est super parce qu'on a un réseau juste à côté du théâtre où je vais le soir en général quand je suis là. Et on écoute les conversations. Et je sais que ça fait bouger des lignes. C'est vrai que ça fait réfléchir. Même ménopause, ouais. il y a des choses, après derrière, effectivement, tu réfléchis. Bah, c'est ménopause, le but, c'est quand tu sors de là, si ta maman est encore là, tu l'appelles. Ouais, c'est ça. Que tu vois, tu dis, attends, mais t'as vécu ça. Et puis finalement, nous, on savait pas, ça reste un tabou. Quand t'es un homme qui accompagne sa femme, c'est de se dire, ah putain, si tu l'as pas vécu encore, chérie, je serai là. Ou si tu l'as vécu, mais pourquoi tu m'as rien dit? Tu vois, c'est ce truc-là. Ça ouvre le dialogue. Et voilà, et de se dire, je trouve qu'aujourd'hui, vraiment, tu le vois, hein, d'ailleurs, c'est quand même devenu un truc de fou, quoi. On peut plus rien dire nulle part. Tu veux dire que le ciel est bleu, t'es sûr, tu mets sur Twitter, le ciel est bleu, je te garantis que tu vas avoir 200 réponses. Mais connard, le ciel est pas bleu, c'est un prisme, c'est des machins, des vidéos, tu vois. C'est-à-dire que quel que soit le truc que tu dis, t'as tout le monde qui va te sauter dessus, qui va dire mais t'es un abruti, t'es un machin. Mais après, c'est intéressant de savoir qu'effectivement il est bleu parce que c'est un prisme, un machin. Mais je veux bien le savoir, c'est pas la peine de me traiter de connard. Tu vois. Et les conflits viennent toujours du fait qu'on veut imposer à l'autre justement sa vérité. Oui, mais ça faut arrêter. C'est ça que je dis. Ouais. Juste donc ça. Moi, tu veux la paix, quoi. Mais c'est même pas la paix. Je veux bien réfléchir, tu vois. Encore une fois, tu vois la GPA. Moi, j'ai fait une GPA. Ça a amené des milliards de débats parce que en France, c'est interdit. Ouais. Voilà. Mais aux États-Unis, c'est autorisé. Et donc, comme il y a un peu une exéquature, un accord entre la France et les États-Unis qui fait que les lois américaines, si tu les traduis en France, tu peux les appliquer. C'est légal finalement d'avoir une GPA en France en vrai. Mais si tu l'as fait aux États-Unis. En France. Donc tu peux revenir avec ton enfant en France. Exactement, c'est légal. Tu sois loué, heureusement. Mais il y a plein de gens que la GPA a complètement choqué. Et je leur ai dit moi-même, mais moi-même, quand je l'ai fait, quand tu fais ukulélé dans un petit tube, tu sais bien que c'est pas comme ça que tu fais un enfant. Donc toi-même, tu vis avec le bagage psychologique de ce que ça implique sur ta personne, sur tes choix de vie, sur parfois qui sont pas des choix de vie d'ailleurs, sur ce que tu vis et tout ça. Donc et j'ai aucun problème à en parler, mais avec qui que ce soit. Tu vois. Et même les gens homophobes qui viennent me parler, je dis pas de problème, parlons-en. Je comprends que ça te dérange d'imaginer ça. En fait, ce qui dérange, je pense, c'est que derrière, ça remet complètement en cause le schéma familial classique, tu vois. Et c'est que tu te dis, ok, c'est quelle place a la mère porteuse dans la vie de l'enfant, tu vois. Après, c'est un nouvel équilibre à construire pour que l'enfant ait une structure équilibrée. Même ça, c'est intéressant parce que ces questions-là que tu te poses, même quand t'es pas dans la GPA, tu te les poses aussi quand t'es dans la GPA. Ouais. Donc, pourquoi te fermer au dialogue? T'es d'accord, tu vois. Bon, nous, il se trouve que la dame qui a porté Elliot, c'est comme ça qu'il l'appelle. C'est la dame grâce à qui je suis là. C'est comme ça qu'il l'appelle, parce que techniquement, c'est pas sa maman, c'est pas ses ovules. Tu vois, il la voit 3 fois par an. Elle vient à la maison, c'est une super copine maintenant. On est très, très amis. Ouais, il a quand même un lien, bien sûr, un lien avec elle. elle. C'est très bien qui c'est. Ça se passe super bien. Il est premier de la classe. Tu vois, enfin, il n'y a pas de problème à l'école. Non, voilà. Mais tout ça pour dire qu'en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on se parle. Voilà. Et que donc, je supporte plus cette espèce de société bizarre là, dans laquelle on vit maintenant, où c'est ou noir ou blanc. Donc finalement, tout ce que tu fais, c'est pour amener au dialogue et à l'ouverture. Oui, et que les gens s'amusent. Tu vois, même dans Tout va mal, il y a un personnage homosexuel. Ils s'aperçoivent qu'il y a une problématique que les hétérosexuels. Donc c'est juste que ça fait réfléchir, tu vois, et qu'ils découvrent ça. Même dans Ménopause, tu vois, il y en a une qui est... On sait pas trop. Elle est un peu bisexuelle, la folle dingue, là, tu vois, elle est où les femmes, tu vois, de temps en temps, elle est là à dire, on peut s'amuser. Voilà, mais j'aime bien créer cette espèce de flou artistique où tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu as pensé de ça, ou de ça, ou de ça? Voilà, qu'on discute. Et donc, tous mes spectacles, tu vois, j'en prépare un aussi sur la fin de vie, parce que c'est un autre sujet assez violent et qui est très intéressant pour moi. J'ai appelé ça d'ailleurs la fin FAIM de vie.
je trouve que c'est intéressant d'en parler et encore une fois de pas non mais ça ne m'arrivera pas. Si ça va t'arriver comme à tout le monde. Ah bah tout le monde va y passer. Voilà. Ça et c'est. Donc je préfère, tu vois, et le spectacle va être un peu violent. La fin sera assez violente. Violent dans quel sens? Bah parce que tu Sans vas t'attacher spoiler. à des personnages et que Ah oui, à la fin. il y en a un qui sera plus là. Ouais. Et donc ça va te faire réfléchir à tout ce que tu veux. C'est un peu l'idée, mais je trouve ça fascinant en fait, ce truc de se dire, on est là pour tellement peu de temps. Pourquoi se prendre la tête? Pourquoi se friter? Pourquoi ne pas accepter l'autre? Pourquoi ne pas accepter les problèmes? Pourquoi ne pas accepter que tu peux faire un projet qui marche, un projet qui stall, apprendre de tes conneries? Tu vois, moi j'ai fait un show à Las Vegas où j'ai fini à l'hôpital parce que j'étais en burn-out complet, parce que je faisais tout, que ça a coûté des millions de dollars et que j'ai fini ruiné comme ça. Voilà, mais j'ai appris tellement de choses que le suivant a gagné 14 prix du meilleur show de la ville. Tu vois, parce que je me dis, on va apprendre des conneries. Donc, affronter comme ça le truc, je trouve ça bien. Et t'écris quand dans tes trajets entre ici et Las Vegas? Oui, tout le temps, en fait, tous les jours, tout le temps. Dès que t'as une idée, c'est quoi ton processus? C'est que tu dictes dans ton téléphone? Ouais, j'ai des notes dans mon téléphone. Dans les notes, ouais. Et chaque truc est compartimenté. Et puis après, j'ai mon ordinateur et je reporte sur l'ordinateur. Je structure comme ça, mais j'écris un peu tous les jours. Alors, en ce moment, tu vois, j'écris 4 spectacles en même temps. Ah ouais. Donc, ça demande pas mal de temps, mais je travaille notamment avec mon ami Jean-Jacques Thibault sur plein de ces spectacles, donc c'est assez cool. Et voilà. Il y a un truc qui me fascine, aussi bien chez les réalisateurs de films, enfin ceux qui écrivent les scénarios de films, et que les personnes qui écrivent des pièces de théâtre, des comédies musicales. J'ai écrit un film aussi. Là, mais en fait, c'est la manière dont vous construisez la psychologie des personnages. Je trouve qu'il y a une finesse dans la compréhension de l'humain, et moi je suis admirative de ça. C'est arriver à reproduire. C'est toujours intéressant parce que tu vois, quand tu fais Ménopause, par exemple, tu as 4 femmes. Ouais. Et le but, c'est qu'au début du spectacle, chacun se reconnaisse dans un des 4 caractères. Donc, ça a été déjà bien prise de tête, tu vois, parce qu'il faut se dire, il faut 4 femmes où tu arrives à te dire, tiens, je me retrouve. Et qu'à la fin, les lignes soient complètement blurrées et que tu dises, ah bah tiens, je parle anglais, excuse-moi, les lignes soient complètement floutées et que tu dises, ah mais attends, j'ai un petit bout d'elle, un petit bout d'elle. Et que tu dises, ah mais finalement, je suis ces femmes, c'est la sororité, on a tout quelque chose en nous de Tennessee, comme dit Johnny. Enfin voilà, mais de créer ce truc-là, oui, c'est assez amusant parce que c'est important, tu vois, quand tu choisis tes personnages, c'est toujours te dire, attends, pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il va faire? Quel est son métier? C'est quoi son arche? Mon objectif, c'est toujours de me dire, avec comment je vais toucher les gens et les accrocher quelque part. Tu vois, Ménopause, c'était assez amusant parce que j'ai interviewé 50 femmes. Ah oui. C'est la question que j'allais te poser. Je suis pas tellement ménopausée. C'est la question que j'allais te poser. En fait, comment tu fais? Tu observes les gens, tu écoutes les conversations, Mais c'est assez facile d'observer notre monde aujourd'hui. Tu vas sur Instagram, tu as tout le monde qui s'exprime, tu es là à dire OK. Bon, donc mais tu as fait des interviews là en l'occurrence. Oui, pour Ménopause, j'ai vu 50 femmes. On a la chance d'avoir un docteur qui s'appelle Dr Michel Mouly, qui nous accompagne sur tous mes projets maintenant en tant que conseiller scientifique, qui est un être formidable. Voilà, parfois avec des avis très tranchés, mais qui a à mourir de rire et qui nous apprend plein de choses. Et donc voilà, le but c'était de faire quelque chose où tu puisses te raccrocher. Tu vois, bon, évidemment, j'ai interviewé ma mère en premier. Il y a 3 répliques de ma mère directement dans le spectacle. Tu les donnes ou non, c'est confidentiel? Si, tu sais, la plus drôle, c'est quand on fait les lacs sous mes bras. Ah ouais. Où tu as ce personnage qui dit j'ai dû virer mon mari du lit à 3h du mat, j'avais peur qu'il se noie. C'est une phrase de ma mère. C'est une phrase de ta mère, elle est très bonne. Il m'a dit ça à l'époque et du coup je l'ai mis directement dans le texte. Parce que les suées nocturnes, c'est compliqué parfois, ça fait des lacs sous les bras. Mais voilà, donc oui, c'est essayer de comprendre. Quand je m'attaque à un sujet, tu vois, c'est comme quand j'ai fait la météo. C'est aussi simple que ça, mais quand j'ai fait la météo, j'étais le premier, à M6 en tout cas, à aller tous les matins à Météo France pendant 6 mois parce que je voulais apprendre comment ça marchait. Ah oui, et qu'une fois j'avais cet outil-là, après je pouvais jongler avec. Donc la ménopause c'était pareil. Les problèmes des garçons, je peux dire les problèmes d'érection, je suis le dieu du monde. Je connais toutes les solutions, mais on en parle en Tout va mal. Voilà, tu vois, on a vu des sexologues pour Tout va mal. J'essaie de toujours. Oui, tu creuses vraiment ton sujet derrière. Les statistiques que tu as sont des vraies statistiques dans les spectacles, c'est des vrais trucs. J'essaie de vraiment. Alors évidemment, avec le temps qui passe, c'est de plus en plus facile parce qu'on a des super outils maintenant. Mais j'aime bien rencontrer des gens et tout pour m'inspirer. Tu vois, là, pour le spectacle sur la fin de vie, je vais dans un EHPAD. Voilà, je vais voir exactement comment ça se passe. C'est touchant, ça. Interviewer les gens et tout ça. Quand on a fait Timéo, j'ai vu plusieurs milliers d'enfants handicapés.
Et j'ai fait le Tour de France et tout. C'était très, 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 très dur émotionnellement. Ouais. Parce que tu avais envie de tous les mettre sur scène. Et comment tu gères justement tes émotions, toi? Bah, c'est assez facile. En fait, je les laisse m'embarquer. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si j'ai envie de rire, je ris. Ouais, tu laisses circuler, quoi. Encore une fois, c'est toujours cette même logique. Tu te dis, on vit qu'une fois. Donc, l'amour, c'est pas toujours facile. Surtout dans mon cas, avec ma vie de malade mentale. Mais c'est comme ça. Il y a des moments où ça sourit, des moments où ça sourit pas. Et comment t'équilibres tout ça? Parce que il y a ton fils qui, on sent que c'est le pilier, la priorité, voilà. Et t'as tes projets pro. Il y a le côté créatif, mais il y a aussi la gestion, l'administratif. Tout, tu vois, quand je bosse pour Micromania, pour Ferrero, on fait beaucoup de choses. Je fais beaucoup de vidéos pour eux. On s'amuse, on s'éclate. J'ai vraiment énormément de chance, quoi. Je fais que des trucs que j'aime. Donc, encore une fois, je me rends. J'imagine qu'au début, tu déléguais moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as une équipe. Je délègue pas du tout. Tu délègues. En fait, toute la créativité, c'est toi. Oui. Mais après, au niveau de l'organisation et tout, tu délègues des choses, non? Non. Non. Ok. Mais je dors très peu, j'ai genre 4 heures par nuit. Ouais, ça, c'est une chance. Donc en fait, j'organise vraiment. C'est pour ça que j'ai pas de décalage horaire non plus, d'ailleurs. Ouais. Parce que les gens disent, mais comment tu le fais? Ouais, 4 heures, ça va de moins. Ouais. Je suis arrivé hier, tout va bien. J'avais 2 spectacles hier soir après ménopause. Il fallait que j'aille voir des amis qui jouaient un à 10h, un à minuit. Non, mais c'est fou, t'as bonne mine, quoi. Je me suis couché à 5h ce matin, je me suis levé à 9h, tu vois. Et je suis parti, j'ai enchaîné les réunions depuis ce matin. Je gère assez bien les trucs. Mais encore une fois, maintenant, c'est assez facile. Tu vois, on a nos téléphones, on a des assistants personnels, des bots. Je dis Alexa, note-moi ça. Moi, j'ai Alexa. Je travaille avec ça. Alexa, c'est à cause du prénom, sûrement. Note-moi ça et compagnie. Et voilà, donc, non, je suis assez organisé. Après, tu vois, là, je vais sûrement prendre un community manager parce que j'arrive plus à gérer. Parce que je réponds à tout le monde. Je déteste qu'on réponde à ma place. Donc moi, je préfère répondre aux gens qui sachent que c'est moi, pas un bot, ni quelqu'un d'autre. T'es beaucoup sollicité Ouais, pas mal quand même. Ouais. Alors, moins que quand je faisais la télé tous les jours. Ouais. Mais quand même. Moi, j'avoue que c'est pas moi qui réponds à tout. Mais par contre, personne ne signe à ma place. Oui. C'est-à-dire que quand c'est pas moi qui réponds, c'est signé de Lucie, mon assistante, tu vois, mais c'est pas, elle fait pas semblant d'être moi. Ouais. Tu vois, ça, je veux être honnête avec les gens. J'en prends, mais je prends pas tout. Il y en a trop. À un moment donné, on sent le succès. Pas mal, on va pas se plaindre. Non. Puis on est touché aussi par la confiance que les gens nous font. Ouais, bien sûr. Et puis surtout, c'est toujours la même chose, c'est le dialogue. Donc moi, c'est pour ça que j'aime bien. Après, parfois, tu te retrouves tellement sollicité par des trucs qui parfois émotionnellement sont lourds. Tu vois, genre ça va pas, au secours. Ouais. Je vais pas bien du tout. Là, moi, j'ai écouté. Là, Non, mais c'est bien parfois d'avoir aussi un pare-feu parce que les gens voudraient que tu sois un peu leur bouée de secours, mais en fait, on peut pas sauver la terre entière. Hein, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc moi, j'essaie de sauver les gens qui aiment mes spectacles, leur faire changer d'avis sur quelques sujets parfois, mais oui, mais j'aime bien le dialogue. Je trouve que c'est un peu fondamental. Et quel est ton rapport à l'invisible, à ce qui se voit pas? Je suis bien, moi. Non, mais c'est vrai. J'ai l'impression qu'on crée même l'invisible nous-mêmes, tu vois. Donc c'est à nous de prendre en charge tout ce qu'on veut pour être heureux et avancer comme on peut. Et moi, je trace. Je me pose pas trop de questions. J'avance, je m'occupe des gens que j'aime. Voilà, un peu de moi. Cette année, j'ai essayé, comme j'ai passé les 50 ans, j'ai essayé de m'occuper plus de moi, tu vois. Donc j'ai fait une manucure, j'avais jamais fait ça de ma vie. Une pédicure, un soin du visage. Du coup, j'ai un énorme bouton qui est apparu. La peau, elle n'est pas habituée. J'ai un bouton énorme qui est apparu. Il est là. J'avais jamais eu ça de ma vie. Je suis pas sûr que ce soit du visage. Très bien. Mais oui, j'ai essayé de m'occuper un peu de moi cette année pour que mon fils se dise quand même, mon papa, il est en forme et tout, quand même. Parce qu'à 50 ans, ça m'a mis un petit coup dans la tête, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Je me suis dit que j'en avais plus derrière que devant, quand même. Ouais. Alors, quand tu es homosexuel, peut être sympathique, mais ce qui, dans l'absolu, n'est pas non plus. Tu vois. Alors après, là, la science progresse. Donc peut-être que ça se trouve, on va vivre, toi et moi, 225 ans et qu'on se reverra en 2200 dans nos petits vaisseaux spatiaux, en pleine forme, complètement botoxés jusqu'à la lit. Voilà, non, mais j'ai pas fait ça non plus, tu vois. Je vais pas faire ça. J'avance. Jusqu'à où je sais pas. Est-ce qu'on sait où on va? Toi, comment tu t'es mis retrouvé à faire ça d'un coup? Moi, j'ai suivi aussi ce qui était juste pour moi. Et est-ce que je ferai encore ça dans 10 ans? Non, probablement pas. Non, je confirme que non. Tu dois, c'est sûr que non. Aujourd'hui, on a une place où on fait ce qui est juste pour nous, ce qui nous allume. On se lève le matin, on est heureux de se lever et de faire ce qu'on a à faire. Après, de quoi sera fait demain, j'en sais rien. Ça change trop vite. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut arrêter de se poser des questions, les enfants. Avancez, faites ce que vous voulez. Tu vois, que bien sûr, tu anticipes et tu dises... C'est pour ça que c'est important quand je te parle des amis doubleurs ou de... Tu vois, même acteurs tout court, tu vois. Acteurs tout court, maintenant, avec VO, Xfield et tout, ils arrivent à faire en intelligence artificielle des gens où tu crois que c'est des vrais gens.
Donc, ça va aller jusqu'où tout ça? Est-ce que demain, Netflix, ce sera toi qui regarde un film en disant, tiens, moi, Astrid, je vais être en Wonder Woman, tu vois, et ce sera possible sûrement dans pas très longtemps. Donc, moi, ce que je pense, c'est que les gens vont revenir quand même vers l'humain et que la scène, tu vois, c'est sympa. Parce que tu partages des émotions en groupe, tu viens avec des amis, tu vois. C'est plus fort. C'est le premier truc où, tiens, je vais voir des amis. Même le cinéma, quelque part, tu vois, je pense que ça va pas mourir, contrairement à ce que tout le monde dit. Ça prend une forme un peu différente, mais ça reste sympa d'aller justement faire cette connexion humaine qu'on a encore la chance de pouvoir faire. Bon, et ton idée de décorer ta maison avec des super-héros Ah ben non, mais ça, c'est moi. C'est toi? Oui, écoute, en fait, on va dire la vérité. Quand j'étais marié, on m'a laissé une pièce où je pouvais mettre mes délires, tu vois. Et quand j'ai divorcé, je me suis dit, t'as la frustration, je fais ce que je veux. Voilà. Et là, pour le coup, j'ai fait vraiment ce que je voulais. Donc, j'ai décoré ma maison comme je voulais. Alors, évidemment, pour la petite histoire, mon ex-mari et moi, nous sommes construits 2 maisons côte à côte. Et donc, évidemment, ma maison, ça ressemble au musée Marvel, DC, jeux vidéo. Et l'autre maison, tu as l'impression que c'est un stand de démonstration Habitat, tellement c'est magnifique, propre, nickel chrome, tu vois, il n'y a pas un truc qui dépasse. Voilà. Et donc, évidemment, quand mon fils amène des amis, alors vous avez le choix. Soit vous avez la maison où, on sera bien, mais il ne se passera pas grand-chose. Soit vous avez la maison où il y a les flippers, les jeux vidéo, les super-héros, qu'est-ce qu'on fait? C'est le paradis, quoi. Mais c'est vrai que moi, ça me fait mourir de rire. Ce contraste est assez drôle pour lui. Mais par contre, le seul truc qui est pareil, c'est sa chambre. Parce que comme on a construit les 2 mêmes maisons, vraiment le même plan de maison, et il a la chambre au même endroit des maisons, et les chambres sont décorées pareil. Très super-héros, très délire, machin. C'est chambres à lui. Mais c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est génial. Et donc, du coup, c'est un peu drôle. Voilà, ça, donc, il a un peu hérité de toi pour la partie super-héros. Oui, jeux vidéo, super-héros, oui, très clairement. Ouais. Mais il a hérité de son autre papa pour sa rigueur, son intelligence. Voilà. Moi, c'est les blagues. L'autre jour, on l'a amené à l'école parce que la maîtresse l'a convoqué. Bon, écoute, on a un problème avec Elliot. Franchement, il est incroyablement brillant, mais quand même, il fait beaucoup, beaucoup trop de blagues, quoi. Et là, il y a Romain, mon ex-mari, qui dit « Ah bah ça, on sait d'où ça vient. Hein, c'est l'autre papa. » Et la maîtresse dit « Oui, mais le problème, c'est que la moitié des blagues sont vraiment pas drôles. » Et là, Romain dit « Ah bah c'est sûr, c'est l'autre papa. » Merci beaucoup. Voilà. Mais oui, non, mais c'est ça qui est amusant, d'ailleurs. C'est parce que pour nous aussi, c'était inédit, évidemment. On est 2 papas, on a un enfant et tout. Ouais. C'est très drôle parce que nous, on n'a pas voulu savoir qui était le père biologique. On s'en fout, c'est notre enfant, tu vois, par principe. Mais il y en a un des 2 qui est forcément le père biologique. Mais on ne sait pas lequel. Parce qu'on a dit au docteur, faites votre cuisine, allons-y. Et ce qui est très drôle, c'est que toute ma famille est persuadée que c'est le mien. Toute la famille de Romain est persuadée que c'est le sien, biologiquement. Hein. Mais en fait, on s'en fout, c'est le nôtre. Mais en fait, il a tellement chopé de nous 2. Ouais, c'est ça. Tu sais que c'est vraiment, c'est un petit nous, quoi. Donc c'est très, très drôle, ça. Je trouve que c'est une bonne leçon, justement, pour tous ces gens qui disent il faut absolument un papa, une maman. Voilà, il a de la présence féminine, hein, il en a plein, mais il va très bien. Donc c'est assez amusant. Ce qui est drôle, c'est que là, maintenant, il a une copine. Et qu'il a un peu hésité à nous le dire. Du genre, ah ouais du genre, comment je leur annonce que je suis hétéro? C'est un truc terrible. Et donc, c'est très drôle. Je dis, non, mais c'est normal, mon cœur, tout va bien, t'inquiète pas. Ouais, mais c'était assez rigolo. Mais tu vois, tu vis des moments de vie comme ça où c'est quand même assez génial, franchement. Bon, j'ai une audience quand même qui est composée de pas mal d'entrepreneurs. Ouais. Et j'en connais beaucoup, tu sais, parce que je fais beaucoup de choses pour beaucoup de boîtes. Hein. Ouais, j'avais même monté une boîte qui s'appelle Feel Good, dont le but était de mettre du bonheur dans l'entreprise. J'adore. Bah justement. Ça a trop marché. Voilà. Non, mais c'est vrai. J'ai fait EDF, ils m'ont dit, écoutez, il y a un problème. Alors là, ils sont tous beaucoup trop contents. Ils finissent tous les soirs à faire la fête entre eux. Ils sont tous devenus super potes. Ils ont plus envie de bosser. Alors, c'est quoi tes tips, du coup? Merde! Bon, je vais arrêter tout de suite, alors. Ça marche trop bien. Normalement, ils devraient bosser mieux, parce que quand tu bosses dans une bonne ambiance, t'es plus performant, tu vois. Effectivement, mais du coup, c'était vraiment devenu la fête à gamme. Ils avaient refait, parce que j'avais refait tous les étages pour que ce soit fun, tu vois. Ah oui. C'était méga fun. On va en trottinette. Non, mais du coup, ils s'éclataient. Mais du coup, ils bossaient très bien. Mais, tu vois, c'était trop avant-gardiste, je pense. Je parlais de ça, j'ai fait ça il y a 15 ans. D'accord. Mais t'avais fait quoi? T'avais revu complètement l'aménagement de l'espace? Complètement. J'avais refait toute l'architecture du truc. Je bossais avec des gens, hein, mais à mon sens, tu vois, tous les trucs qui marchaient pas dans les boîtes, tu vois, les trucs où c'était un peu très poussif, très les vieux systèmes et tout, les hiérarchisations, tout ça, les vouvoiements, tutoiements et tout, j'avais tout pété. Je m'étais éclaté. C'était un vrai laboratoire.
Et je m'étais dit, je vais révolutionner la façon le monde du travail et tout ça. Et du coup, tu donnerais quoi comme conseil, toi, à des entrepreneurs, des dirigeants qui managent de l'humain ou même pour eux-mêmes? C'est très dur, non, objectivement. Tu vois, même moi, j'ai eu des boîtes, j'en ai encore. Tu vois, c'est très dur de manager de l'humain parce que déjà, t'es le patron, donc t'es forcément le connard. Ça, malheureusement, c'est quand même la conception française. Hein. Moi, j'ai une semaine sur 2. Ouais. Donc moi, je vis aux US où c'est tout l'opposé, où je peux créer des trucs de fou, où je vais aller motiver des gens que je connais d'évidemment vont accepter de me rencontrer et de faire un projet invraisemblable à plusieurs millions d'euros. Tu vois, c'est vraiment 2 cultures très, très différentes. Mais c'est très intéressant d'avoir cette espèce de dichotomie. Tu vois. Moi, j'ai les deux, je vois les deux. Et voilà. Et c'est vrai qu'en France, quand même, le patron a mauvaise presse. J'ai toujours envie de dire, allez-y, soyez patron, puis vous verrez bien à quel point c'est facile. C'est extrêmement dur, quand même. Tu vois. Et surtout en France, où tu as quand même des charges hallucinantes. Enfin, c'est une ineptie. Tu vois, je me disais l'autre jour, attendez, je me dis, ça fait combien d'années qu'il n'y a pas une mesure économique intelligente? Non, mais c'est vrai, ou même qui donne un peu d'espoir, tu vois. Mais un truc tout simple, tout con. Il y a 20 millions d'employés en France aujourd'hui, voilà, 20 millions de salariés. Toutes les boîtes payent leurs comptables entre 10 et 30 balles pour qu'ils fassent la feuille de paie. Tellement c'est imbitable. Bon, 20 millions de salariés, fois les mêmes 10 balles, ça fait tous les mois 200 millions d'euros qui vont juste parce que leur système est imbitable. Enfin, il y a un moment donné, tu te dis, c'est une ineptie totale. On veut économiser des sous de partout, tu vois. Chaque année, ça veut dire que ça fait 2 milliards 400 millions d'euros qui partent. Alors, chez les comptables, c'est super. Ouais. Mais en réalité, il faudrait mieux que ce soit injecté chez les gens qui travaillent. Et voilà. Donc, faites des mesures économiques un peu simples. Les impôts, les charges sociales, c'est délirant. Tu vois, aux US, quand je paye quelqu'un 200 balles, je le paye 200 balles, il touche 200 balles. Ouais. Il fait ce qu'il veut avec. Et c'est à lui de prendre en charge son assurance, sa retraite et tout ce qu'il veut. Et la réalité, c'est qu'en fait, il faudra une espèce d'entre-deux, entre ces deux mondes, où tu as quand même plus de protection et tout ce que tu veux chez nous. Mais je trouve que c'est très, très dur en France. Donc le seul truc, c'est de se dire, OK, on se remonte les manches. Tu vois, nous, on fait des spectacles. Il faut que les spectacles, pour qu'on puisse les payer, ça demande énormément d'argent. En fait. Il faut que les rentrées soient énormes. Parce qu'en fait, et les filles, on ne les paye pas au prix qu'elles devraient être payées. Ouais. Tu vois, elles devraient gagner des fortunes pour leur qualité. Parce qu'elles sont géniales quand même. Ouais, elles sont top. Et les garçons, c'est pas que tout va mal. Mais en fait, on les paye très bien par rapport à Paris. Parce que moi, je m'en fiche. En fait, en vérité, je veux que tout le monde soit content. Mais on devrait faire plus d'argent pour pouvoir faire d'autres spectacles, entretenir un peu ces gens. Tout. La réalité, c'est pas ça. C'est que t'es tellement assassiné à la gorge par les charges sociales que tu peux pas. Donc les entrepreneurs français, j'aurais juste écouté, bravo, vous êtes courageux. Mais je trouve qu'on n'est pas assez fort dans la pédagogie, dans l'explication. Tu vois, moi, je fais beaucoup de choses pour plein de boîtes. Je fais souvent les événements annuels des boîtes et compagnie. Tu fais des interventions, tu fais quoi? J'anime les événements, très souvent. Maître de cérémonie, quoi. Oui, voilà, très souvent. Et du coup, très souvent, je parle aux employés du bas, aux employés du milieu, aux employés du haut. Et j'essaye de vraiment, justement, de dire, attendez, détendez-vous 2 secondes. C'est facile à aucun niveau, donc parlons-nous. Tu vois, toute cette notion de dialogue. Et je trouve qu'en France, voilà, l'entrepreneuriat, tu vois, on a des MEDEF et des trucs comme ça, mais en fait, organisez-vous, les gars. Portez la parole de façon intelligente pour qu'à la fois les salariés comprennent les enjeux et comprennent que c'est fucking couillu d'être patron aujourd'hui. En France, il faut être limite fou. Tu vois, franchement, je le pense sincèrement. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure dans le podcast. J'ai dit, pour être entrepreneur aujourd'hui, il faut être un peu fêlé. Ouais. Tu vois, il faut être fou parce que c'est pas possible. Mais du coup, pourquoi les entrepreneurs, nous, on n'est pas une force de frappe qui dit au gouvernement, mais arrêtez, quoi, en fait. Et tous les gouvernements, je ne te parle même pas de gauche, de droite, du centre, de l'extrême, je m'en bats les cacahuètes. Il n'y en a pas un aujourd'hui, là, qui sait ce que c'est et qui propose des trucs. Cite-moi une mesure économique pour les chefs d'entreprise en France sur les 10 dernières années. Ah oui, on va faire des changements de coccinelle. Tu vois, enfin oui, donc évidemment, quand on te dit on va enlever 2 jours fériés, je comprends que les gens s'énervent. Tu vois, non, attendez, c'est pas le nœud du problème, en fait. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut trouver des solutions. Et du coup, au dirigeant qui, lui, vit ça au quotidien, pour mettre un peu plus de fun ou de joie dans son quotidien? Je pense qu'il faut qu'il se parle avec les gens du bas de l'étage. Quoi, donc, qu'il aille, qui s'intéresse sincèrement à ses équipes. T'as l'émission Patron Incognito, que tu as sûrement vu, tu vois, l'émission Patron Incognito sur M6, qui avait l'espèce de truc intéressant quand même de se dire, attends, mais il faut qu'on comprenne un peu ce que vit. En fait, je trouve que ça marche dans les deux sens. Et je pense que les patrons devraient comprendre ce que vivent les gens en bas, même si ils ont commencé en bas, t'oublies. Hein, on devrait faire Vie ma vie aussi de patron, exactement, tu sais. Exactement, parce que mais c'est pour ça que je pense que c'est vraiment de la pédagogie. Je pense que c'est mieux pour les patrons si les employés comprenaient mieux les enjeux et les risques qu'on prend quand on est patron.
Tu vois, il y a plein de patrons aujourd'hui qui sont juste des gérants sociaux, qui n'ont pas de chômage, qui n'ont que dalle, hein, si ça s'écroule demain. Et ça, on ne le sait pas, tu vois. Donc voilà. Et puis il y en a plein aussi qui ont leur bien perso qui sont engagés. Bien sûr, moi aussi, ce qui m'est arrivé. Hein, sur mon spectacle, j'avais la maison, j'ai perdu la maison. Hein. Ouais. Voilà, c'est la vie, tu vois, tu prends des risques. C'est la vie d'entrepreneur, donc, mais on n'est pas safe, tu vois. En France, t'es pas safe. Tu fais une entreprise. Et le vrai truc, surtout, c'est que je pense que il faut s'amuser, même quand c'est chiant. Quand t'as une boîte, si ça ne t'amuse pas, parce que c'est trop compliqué, machin et tout ça, soit tu le spins pour réussir à te dire, attends, c'est quand même amusant de sauver la vie des gens, d'avoir des gens qui bouffent grâce à toi le soir. Enfin, moi, c'est ça qui me fascine, tu vois. Je trouve ça génial. Tu vois, que les filles, je me bats pour que ça fonctionne, parce que, mine de rien, ce qu'elles vivent dans le spectacle, on parle quand même de 4 nanas, enfin 12 en l'occurrence, on a 3 équipes sur Ménopause, mais 4 nanas qui ont toute la cinquantaine, qui, quand elles sont comédiennes de base, vivent le creux de la vague. Ouais. C'est-à-dire quand t'es comédienne, 50 ans, plus personne te veut. Tu vois, t'es trop âgé pour jouer les jeunes premières et trop jeune pour jouer les grand-mères. Ouais. Donc t'es vraiment, c'est le creux de la vague. Eh ben nous, on est le spectacle. Et alors je peux dire qu'au début, personne voulait venir. Hein. Quand j'ai dit j'ai pensé à toi pour une pièce qui s'appelle Ménopause, mais pour me raccrocher à la gueule. Voilà. Et maintenant, elles veulent toutes venir jouer dedans. Ah oui, alors c'est génial. Voilà, on a déjà beaucoup de gens, donc on n'a pas des places tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est fascinant de se dire voilà, là, il y avait un enjeu. Et maintenant, pour celles qui jouent avec nous, on a réussi à les faire travailler et c'est génial. Et tous les jours, elles gagnent leur vie, tu vois. Donc moi, j'ai envie de me bagarrer pour que ça dure 10 ans s'il faut. Et bon, elles joueront retraitées, plus ménopausées. mais voilà, qu'elles aillent, tu vois, qu'elles vivent de ça, c'est quand même assez génial quand tu réfléchis. Tu vas créer la suite derrière. Mamie. Non, mais il y a un truc, je te dis, on va faire un truc vraiment sur la fin de vie. Donc, tu peux imaginer que c'est la suite. Mais donc, dans 15-20 ans, elles prendront la suite là-bas, dans 15 ans. Elles pourront prendre la suite, mais ça sortira avant le spectacle. C'est en 2027, normalement, que je le ferai, celui-là. Si je tiens mes plannings, ce qui n'est pas toujours le cas, mais voilà. Bon. Petit mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de partager Eh ben non, mais c'est formidable de faire ces entreprises et de tenter ces trucs, tu vois. Écoute, t'as monté ta boîte, on monte nos boîtes tous. Et voilà, je trouve que c'est vraiment le sel de la vie, je trouve, c'est de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Ça fait plaisir de voir les gens qui sourient, comme hier, tu vois, qui se lèvent à la fin, comme un seul homme tous les soirs. C'est pareil tous les soirs sur Ménopause. Tu vois, le jour, on était au Pain Galant, 1300 personnes qui sont levées d'un coup. Ça fait waouh. Elles sont 4, t'as 1300 personnes en face. C'était impressionnant. Mais voilà, c'est ça. Donc, faut tous les jours se bagarrer pour se dire, écoute, allez, on vit qu'une fois. Moi, tous les matins, je me dis ça, on y va, on rigole, on s'amuse aujourd'hui. Ouais, il y aura des pains, ouais, il y aura des moments chiants, ouais, il y aura des coups de fil horribles, ouais, il y aura des factures merdiques. Mais tout ça n'a qu'un but, c'est qu'on avance à terme et qu'on s'amuse. Merci. Merci à toi, merci à toi. C'est un joli message.